Alors, mon cher Nicolas, qu'est-ce que tu voulais me demander? Tout. De l'argent, je sais. Comme d'habitude. Je n'en ai point. Dans le micro. Ah oui, il ne sait pas parler dans le micro. Monique. Pour un homme de cinéma, il ne sait pas. Alors, mon Nicolas. Oui, Antoine. Le plaisir de t'accueillir dans la salle Sophie Tatichev. Depuis 2-3 jours que tu as débarqué, qu'on t'a débarqué à Saint-Sévère, tu ne sais quoi faire. Je t'ai croisé dans des rues, dans des avenues, dans des églises, dans des restaurants, et c'était ce chemin-là que tu as emprunté pour être ici. Et je t'en félicite. Merci, Nicolas. On a la chance d'avoir un acteur magicien. Le métier d'acteur est le métier qui me fascine depuis toujours. C'est du mystère, c'est de l'invention, c'est de l'ambiguïté et bien autre chose. Avec Antoine, qui nous fait l'amitié de partager ce moment, moi j'ai envie que tu nous racontes, moi je suis le public autant qu'eux, sauf qu'ils sont en plus grand nombre, qu'est-ce que c'est qu'un comédien? Comédien, c'est d'abord, je parle pour moi, bien sûr, c'est une envie d'être un autre. Moi, j'étais un petit garçon très, très timide. À chaque fois que je dis ça, les gens disent « Ah, bah non, t'as vu à la télé, c'est ça. » J'étais très timide. Et je le suis resté de temps en temps. J'ai des accès de timidité qui me reviennent. Et quand j'étais petit, ce qui m'amusait, c'était pour sortir de ma timidité, je faisais rire les gens. C'était mon arme. Voilà, donc je faisais rire. Vous voyez ce que je veux dire, madame? Et donc, comme je faisais rire, j'avais une attention. Et je faisais le guignolo, comme disait Belmondo. Donc, je faisais rire. Et là, j'ai commencé à imiter aussi très jeune mes grands-parents, les gens. Moi, j'étais en Bretagne. Enfin, je passais mes vacances en Bretagne. Donc, il y avait tous ces gens, les paysans d'antan, tout ça que j'imitais. Le livreur de vin qui venait à cheval. Et j'imitais tout le monde et je faisais rire. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, j'existe. Sinon, comme me disait mon copain Yves Calvi, avec qui j'étais en classe, vraiment à l'école communale de Vaucresson, il me dit, Antoine était un petit garçon très timide et presque transparent. Et je vivais comme ça. Et puis alors, forcément, ça m'a amené ces imitations, prendre la voix des autres, des uns, des autres. C'est très proche finalement de l'incarnation d'un personnage. Donc là, je me suis dit, vers 14-15 ans, je vais faire ça. C'est ça que je veux faire. J'ai fait beaucoup de dessins. J'étais assez doué en dessin et en peinture. Mais finalement, vers 14-15 ans, ça m'a rattrapé. Je me suis dit, ben voilà, c'est là où je suis plus heureux dans la peau d'un autre. Et Jean Dujardin, qui est vraiment un ami très cher, me disait, tu sais, nous, les acteurs, on a besoin de plus d'amour que les autres. On a une déficience. Pourtant, j'ai été aimé par mes parents. J'ai vraiment pas eu une enfance malheureuse. Mais quelque part, on a une déficience d'amour. Et on fait ce métier pour être aimé un peu plus que les autres. C'est très bizarre. Alors, c'est pas du narcissisme, hein, c'est juste d'être conforté dans ce qu'on fait. Et c'est vrai que j'ai trouvé ma voie. Mais pour être très clair et résumé, c'est ça, c'est être plus heureux dans la peau d'un autre. Et c'est pour ça que moi, je me considère plus comme un comédien qu'un acteur, parce que j'aime bien me transformer, comme dans le film que vous avez vu hier. J'ai eu la chance de faire des choses très diverses et variées, parce que c'est ça qui m'intéresse. Il y a des acteurs qui jouent toujours un peu pareil. Ce sont des grands acteurs. Et puis il y a les comédiens. Alors moi, je me sens plus proche, puisque tu parlais des acteurs. C'est vrai que moi, Dieu sait si j'adore Gabin et Ventura et Delon, mais que ça, c'est vraiment des acteurs. Mais moi, j'étais plus attiré par ceux qui se métamorphosent, qui se déguisent. Donc j'étais plus attiré par Jean-Paul Belmondo, j'étais plus attiré par Michel Serrault. J'étais plus attiré par ces acteurs un peu à l'italienne, qui se déguisent, parce que nous, on est quand même des latins. Et dans le cinéma italien, tous les acteurs se déguisent. Moi, j'aimais l'époque de Gassman, de Tognazzi, où ils se déguisent. C'est vraiment, ils y vont, quoi. Affreux, ça, les méchants, etc. Bon. Et donc, pour essayer d'être court, j'y arrive pas, mais c'est vraiment être dans la peau d'un autre. Et c'est finalement toujours jouer aux cow-boys et aux Indiens. Et on est des grands enfants. Voilà, on est des grands enfants, on reste des grands enfants. Claude Lelouch me le disait, avec qui j'ai fait 6 films, il me dit, vous êtes des grands enfants. Il me dit, toi, tu es un grand enfant comme Jean-Paul. Jean-Paul, il me dit, il a 10 ans. Il a 10 ans d'âge mental, Belmondo. Et c'est vrai. Donc, on reste des enfants et on est plus heureux dans la peau d'un autre. C'est une petite déficience qu'on a. Et ça nous permet de vivre plusieurs vies et puis d'être plus accomplis. Voilà, je ne sais pas si j'étais assez clair. On va demander au public.
comment vous entendez le discours d'Antoine sur l'ensemble de ce qui est dit? Vous êtes surpris par une réponse, par une chose dite, comme... Enfin, pardon Nicolas, mais évidemment, je parle pour moi, hein, je ne parle pas pour tous les acteurs, mais c'est vrai qu'en général, on a ce point commun souvent d'avoir été très très timide. Tu as très bien connu Jean-Louis Trintignant, et Jean-Louis Trintignant disait dans une interview, j'étais extrêmement timide, et c'est pour ça que j'ai fait ce métier. Ça m'avait évidemment parlé, puisque moi j'étais jeune quand j'ai entendu ce discours, et je me dis, bah tiens, je suis un peu comme lui. Et Jean-Paul Belmondo, qui était capable avec qui vraiment j'ai été intime jusqu'à la fin, j'ai eu 27 ans d'amitié avec ce monsieur formidable, c'était quelqu'un d'assez... Autant il faisait le con tout le temps, il faisait vraiment, il adorait faire des blagues, enfin je vous en raconterai quelques-unes. C'est vraiment un mec qui a déconné toute sa vie, mais qui était extrêmement sérieux dès qu'il s'agissait de tourner. Mais dans la vie, il était assez timide, Jean-Paul. Quand vous voyez ses interviews, c'est quelqu'un d'assez timide. J'ai très très bien connu aussi, parce que j'ai eu la chance d'avoir ces amitiés, je raconte tout ça dans un livre qui s'appelle Imite acteur. J'ai eu la chance d'avoir des amitiés très fortes avec ces gens qui m'ont donné leur amitié, qui étaient des vrais stars. Je ne les ai pas courtisés, hein, ces gens-là. Ils vous donnent leur amitié si vous les intéressez. J'ai eu la chance de les intéresser. Bref, j'ai été très ami avec Johnny Hallyday, très très ami. On en parlait à midi avec Nicolas. Et j'ai eu la chance vraiment, pendant 15 ans, d'être très proche de lui. Et c'était quelqu'un, alors lui, il n'y avait pas plus timide que Johnny. Et Johnny rêvait d'être acteur. Et il était la star que vous connaissez. Dès qu'il était sur scène, c'était monstrueux. Et il n'y avait pas plus timide que Johnny. Moi, je suis parti en vacances 2 fois avec lui, chez lui, et sur son bateau. Et Johnny ne parlait pas. C'était un taiseux. On pouvait rester 5 heures sans se parler. Mais ce n'était pas grave. Alors, il était intimidant. Bon, d'abord, parce qu'évidemment, quand vous le rencontrez, c'est Johnny. Donc, il vous intimide par tout ce qu'il est. Mais surtout parce qu'il était timide. Et les timides sont intimidants. Donc voilà, je crois qu'on a ce lien, on a beaucoup ce lien de se mettre en lumière. Et quelquefois, on se dit, quand on est au théâtre et qu'on meurt de trouille avant de rentrer sur scène, on se dit, mais pourquoi on fait ce métier? Pourquoi on s'inflige ce trac? Et puis, dès qu'on rentre sur scène, on est dans la lumière. Moi, j'en parlais, j'ai fait 1 an de théâtre l'année dernière avec François Berléand, qui est quand même un vieux routier. Et François, quand il joue une pièce, il a le trac pendant 1 mois. Mais quand je vous dis le trac, tous ses camarades le savent, il a des chiottes qui lui sont dévolues, il va pisser toutes les 30 secondes, c'est tout juste s'il ne vomit pas, il est mort de trac pendant 1 mois. Mais en même temps, il adore ce métier. Donc vous voyez, il y a quand même une part de timidité, en tout cas on a tellement peur de ne pas être à la hauteur, et on s'inflige des souffrances, mais qui après sont récompensées par un plaisir extrême. Mais c'est vrai que souvent, enfin je parle surtout pour le théâtre, quelquefois, on se dit, mais pourquoi on fait ce métier, quoi? Tu vois, quelquefois, moi, j'ai eu des tracs comme ça. À chaque fois, on se dit, mais pourquoi? Et puis après, c'est un shoot formidable. Comme disait Depardieu dans Le Dernier Métro, c'est une joie et une souffrance. Mais bon, c'est avant tout du plaisir. Hein, je ne veux pas faire le mec. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette part de... Il faut aller au-delà de soi. C'est pour ça que c'est un métier qui est difficile. C'est un métier qui est difficile. Ton ami Lino Ventura, je me souviens d'une interview, on lui demandait, un type fanfaronné, un intervieweur, il lui dit, alors, monsieur Ventura, c'est un métier difficile? Il répond, oui. Je vais vous répondre, c'est un métier très difficile. Voilà. Parce que c'est un métier qui exige beaucoup de vous-même. Alors je vous réponds, oui, c'est un métier difficile. Et on sait que si l'autre va lui poser une question comme ça, il va lui foutre son pain sur la gueule. On va avancer. Avançons. Quel regard, vous les comédiens, vous avez sur Jacques Tati, présent ici par la présence de son vélo? Merci aux accessoiristes qui l'ont retrouvé, reconstitué, sa veste de facteur, sa casquette de facteur et la musette qui est là, qui est son outil de travail, qui lui permettait de parler. Vous, les comédiens, et souvent je posais non pas souvent, quelquefois j'ai posé la question à M. Tati, quelle relation vous avez avec la figure, légende monumentale de Jacques Tati? Alors, encore une fois, je te parle sous mon contrôle. Aujourd'hui, je ne sais pas, parce qu'il ne faut pas se mentir, les acteurs ont la vie courte. Moi, je racontais l'autre jour, j'étais avec ma femme dans un
un restaurant à Paris, et j'ai demandé à 2 serveurs français, je précise, ils avaient 20 et 22 ans, s'ils connaissaient Jean-Paul Belmondo. L'un m'a dit c'est un joueur de foot, et l'autre, la femme, m'a dit, qui avait 21 ans, ouais, je sais pas, non. Ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur parce que Jean-Paul, dans la jeune génération, et moi je sais parce que mon fils, quand il avait 13 ans, évidemment, il a connu Jean-Paul, qui est venu dîner à la maison plusieurs fois. Mais eux, évidemment, ils connaissaient Jean-Paul. Mais il me dit, tu sais, papa, moi, mes copains, ils ne connaissent pas. Hein. Les seuls qui connaissent, c'est Pierre Richard, beaucoup, et surtout Louis de Funès. Alors, le comique a tout traversé. Mais pour te répondre, Jacques Tati, je ne sais pas du tout. Je pense que malheureusement, la jeune génération ne sait absolument pas qui c'est. De ma génération, évidemment, je pense qu'il y en a beaucoup, mais je ne suis pas tant sûr que ça. Et dans la génération d'avant, je ne suis pas sûr qu'ils connaissent beaucoup. C'est pour ça qu'il faut se battre pour faire connaître ces grands génies. Mais c'est compliqué, on passe. Alors moi, j'ai un rapport très fort avec Tati, parce que je n'ai cessé de le dire depuis que je suis arrivé ici. Mon père, qui s'appelait Jacques aussi, était un fan de Tati. Donc j'en parlais à ma maman tout à l'heure, que j'ai eu au téléphone, qui vous embrasse, 96 ans en octobre, et qui m'a dit, oui, ton père était fan de Tati. Et donc moi j'ai été élevé à Tati. Moi j'ai vu Trafic en 73. Mon père m'emmenait, il me dit, viens Antoine, je vais te montrer ce que c'est qu'un grand artiste et un grand auteur. Mon père, il était dingue de Playtime. Donc, si vous voulez, ma mère n'était pas du tout réceptive à Tati. Alors, elle me dit, allez-y, parce que moi, c'est pas du tout mon truc, comme quoi c'est chacun son humour. Donc, j'allais avec mon père et mon frère aîné, on allait voir tous les films de Tati. Enfin, en tout cas, ceux qui sont sortis à cette époque-là. Après, j'ai vu les anciens, parce qu'évidemment, ils sont sortis quand j'étais petit, ou même pas né d'ailleurs, comme jour de fête, parce que je n'étais pas encore né. Et donc, j'ai un rapport, moi, très fort avec Tati. Tu me l'as remis, si je puis dire. Tu m'as reparlé de Tati, donc j'ai revu ses films, j'ai revu Playtime, qui est un film absolument exceptionnel. Donc moi j'ai un rapport très fort, mais je ne peux pas parler au nom des autres. Si je peux, moi, avec ma présence, faire en sorte que les gens... je sais que mon ami Claude Lelouch, il a dans son bureau une photo de jour de fête, et je sais que, parce que tout se perd un peu, mais les grands de ce métier sont évidemment fans de Tati. Je pense que Scorsese est fan de Tati. Je pense que sans doute Tarantino est fan de Tati. Moi, un jour, Jean-Paul Belmondo m'a invité au Festival Lumière il y avait un hommage qui lui était rendu et on projetait Un singe en hiver. Et il y avait 2000 personnes. Et je lui dis, ça fait longtemps que tu n'as pas vu le film. Jean-Paul, il me dit, ça fait 40 ans. Alors je vais voir le jeune homme, puisqu'il avait 29 ans. Et on arrive dans la salle et là, un mec se lève et fait un discours de 20 minutes enflammé en anglais. When I was young, I had a poster of Jean-Paul Belmondo in my room because you are the cool attitude. Le mec est survolté, c'était Quentin Tarantino. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que Quentin Tarantino, il est fan du cinéma français. Et il a sa société qui s'appelle Bande à part, parce que c'est le film, comme tu sais, de Godard. Et je pense que Tarantino, je le connais, après j'ai dîné avec lui, j'ai eu la chance de dîner avec lui, mais enfin bon, il en a été plusieurs, hein. Mais je ne vais pas parler. Je suis sûr que Tarantino connaît Tati. Je suis sûr que ces mecs cultivés, mais il faut des mecs un peu cultivés du cinéma, et surtout, et peut-être dans la jeune génération, hein, même plus jeune, il y a des mecs, il y a toujours des mecs qui connaissent Tati, j'en suis sûr. Mais je ne peux pas vous dire au jour d'aujourd'hui, parce qu'encore une chose, les choses passent très vite. Mais il y a toujours un jeune pour sauver. Moi, je sais que mon fils, qui a maintenant 20 ans, quand il avait 12 ans, il avait un copain, un type un peu particulier, il connaissait tous les vieux films. Il était dingue de Belmondo, dingue de Pierre Richard, et il avait 13 ans. Donc il y a toujours un gars qui nous sauve dans la jeune génération. Donc Tati, forcément, c'est comme Max Derly, c'est comme Max Linder. Ils sont connus. Il y a toujours un mec qui dit « moi je connais ». Ah, voilà. Donc je pense que les grands, ils connaissent Tati parce que les grands se reconnaissent. C'est comme Chaplin, hein, c'est comme tous ces... Max Linder, génie du cinéma muet. Et dans la salle, merci Antoine, c'est vrai que tu nous avais promis de faire court et tu ne fais pas long. Dans la salle, qui a envie de nous dire quelques mots à propos de Tati? La question que j'ai posée à Antoine, on se la pose. Qui a le souvenir, quelle mémoire, quelle couleur, comment vous pourriez définir le souvenir, la mémoire, et je fais court, que vous avez de Jacques Tati? La réponse est à vous.
veulent vous entendre. Oh là là. Bien sûr. Oui. Oui. Jacques Tati était un précurseur aussi de la technologie au cinéma. Et il faisait un cinéma colorisé. Et quand j'ai eu l'occasion de voir Jour de fête colorisé, le dernier de mes enfants avait 7 ans, il a adoré, quoi. Il était plongé dans ce film. Depuis, ils ont tout vu, hein. Enfin, ils ont vu tous les Tati, parce que c'est indispensable, je dirais, à la culture cinématographique, quoi. Enfin, c'est magique, c'est poétique, c'est trop beau. Jacques Tati n'a pas colorisé le film. Bravo. Repassez. C'est moi qui suis nulle en technologie, mais il utilisait quand même des technologies de pointe, en fait, qui n'étaient pas adaptées dans les salles où c'était diffusé. Oui, mais au tournage, Jour de fête, c'est un film d'artisan. Oui. Un acteur, Jacques Tati, 2 autres comédiens, les forains, rappelle-moi leur nom. Paul Franqueur et Guy de Gomble. Guy de Gaulle. Et le reste, c'est un... Repassez-moi. Voilà. Donc, c'est un film d'artisan. Et le festival Tati, en fait, il respire de ça. C'est sa pulsion. Moi, j'ai eu la chance de découvrir, puisque vous ne me posez pas la question, je vous donne la réponse, grâce à Monique Joguet, qui m'a invité, via mon ami Pierre Del, qui était dans Jour de fête, qui est toute sa vie resté l'accessoiriste de Jacques Tati, sur mon oncle, sur les vacances du Lot, sur Playtime, etc. Et moi, j'avais eu la chance, je parle de moi un instant, puisque tu me le demandes. C'est pas le sujet, hein. Je te rappelle Oui, que le oui. sujet, c'est moi. Oui, il a raison. Mais à la fois, il y a des marges dans les pages blanches. Et hop, je prends une marge. Et Jacques Tati m'a dit, Nicolas, j'étais assistant sur son film, sur Playtime, voulez-vous faire un film avec moi? Je me souviens de ces mots. J'ai répondu oui. J'avais 26 ans. Donc le Père Noël n'est pas une ordure. À un moment dans votre vie, vous entendez quelque chose qui vous fait du bon. J'ai tourné le lendemain. On a commencé à tourner la partie de tennis. Que je dis on a, il a. Parce que je mettais la caméra à l'entrée d'eux. Puis Nicolas, il y a quand même un minimum. Un mec qui rentre, filmez-le de l'extérieur. Là, vous nous montrez le pas d'après. C'était un artiste, un auteur de cinéma. Et je raconte cette toute petite anecdote qui n'a d'intérêt que pour moi, celle de m'émouvoir. Mais la rencontre, moi j'attendais de vous, puisqu'on est là ensemble, quelque chose d'un petit peu authentique de vous. Qu'est-ce que ça représente, un film de Tati? Madame nous a parlé de sa technique. Votre voisin, parlez-nous de ce... Pourquoi vous êtes là? Pourquoi on se réunit? Si vous me posez la question, et Antoine, c'est pour échanger avec le public. C'est une occasion unique. Le public, on le dénomme par ce mot. Bon, je n'irai pas plus loin. Je n'ai pas les moyens d'aller plus loin. Je crois que monsieur voulait poser une question. Pardon. Non? J'ai cru, monsieur. Ah non, 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 pardon. Non, non, pas de question. Voilà. Madame. Quelqu'un désire le micro? Pardon. Mais je crois que Tati était un précurseur. Il avait un œil très critique sur ce qu'allait devenir la société. Il a critiqué à sa façon cette modernité là dans le film Mon oncle, où la robotisation, tout était parfait, tout était impeccable. Ensuite, dans Playtime, c'était le trafic, là, évidemment, le trafic et la voiture. Et donc, il était presque un sociologue en même temps qu'un cinéaste. Il avait une vision très nette de la société en devenir, pour moi. Voilà. Bravo, madame. Je ne vais pas développer. Mais vous avez raison, vous avez tout à fait raison. C'est ce qu'on voit déjà dans tous ces films, vous avez raison. Et notamment dans Playtime, hein, qui est vraiment ça, qui critique complètement la société de consommation. Et c'est pour ça que, comme Chaplin, il y a un vrai lien. Quand il fait les temps modernes, c'est pareil. Hein, c'est déjà ça.
vous vous souvenez, ces scènes extraordinaires avec les boulons où ils disparaissent. Donc il y a un vrai précurseur. C'est un vrai sociologue du cinéma, mais toujours avec ce qu'on disait avec Nicolas, ce que j'ai dit ce matin à la télé, parce qu'on me parlait de camping et tout ça. J'ai dit, si on a un petit lien, c'est que c'est de la comédie et c'est surtout, c'est populaire. Et populaire ne veut pas dire populiste ou ringard. Populaire, comme disait Sacha Guitry, tu verras ce que c'est, mon fils, peut-être qu'un jour, tu seras populaire. Et ça, tu verras, c'est encore plus beau que l'amour. Et être populaire, c'est très difficile. Et Tati raconte des choses en étant populaire. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Et c'est comme Chaplin, comme tous ces grands. Et c'est pour ça que ces films plaisent aux enfants, chère madame, vous le disiez tout à l'heure, et aux grands. C'est là où ce sont les grandes œuvres. Ce sont des œuvres qui peuvent être appréhendées par un enfant de 5 ans et par un homme plus âgé ou un chercheur du CNRS. Ce qui est important avant tout, c'est le rire et l'émotion, comme devant un grand tableau de maître. Un enfant peut autant apprécier Guernica qu'un adulte, parce que c'est des chefs-d'œuvre, et les chefs-d'œuvre appartiennent à toutes les générations. Ouais, moi, je voudrais donner un prolongement à ce qu'a dit madame, puis un petit peu à ce que vous dites, avec une anecdote qui m'est arrivée ce matin. Elle est toute simple. Alors, monsieur, les anecdotes sont réservées à moi. Ah, pardon. Je vous en Avec prie, votre je vous en prie. autorisation seulement. Je vous en prie. En fait, voilà, ce matin, j'ai été invité chez un ami qui est peintre et puis qui voulait m'offrir donc un tableau. Et à cette occasion, eh bien, il nous a fait visiter sa maison, son jardin. Et puis, quand j'ai découvert sa maison et son jardin, j'ai découvert, surtout déjà avec le jardin, un endroit qui était à l'image de cet ami, et qui en même temps, où la nature semblait très libre. Il y avait des fleurs, des légumes, des arbres, des noyers, un sapin, etc., des pruniers. Ce jardin avait quelque chose de sauvage. Et d'un seul coup, nous sommes rentrés à nouveau chez lui, dans sa maison, et là, je me suis souvenu d'un autre ami, qui lui avait un jardin du côté de Bourges, mais alors un jardin, il était professeur de construction mécanique, et son jardin était taillé, les fleurs étaient au garde à vous, les tomates, elles attendaient le lever du drapeau le matin avant de rougir. Enfin, c'était vraiment, et c'était un ami, hein, quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup d'estime, mais d'un seul coup, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est Tati qui s'est invitée dans ma vie. J'avais vu mon oncle, et je me rappelais cette rationalité, cette vie tendue au cordeau. Et d'un seul coup, j'ai bien vu que Tati s'invitait et qu'il me faisait sentir d'une façon unique, propre à lui, que la liberté était aussi quelque chose qui se conciliait parfaitement avec, comment dire ça, que la liberté, c'était pas l'obéissance à un ordre, que c'était une façon justement d'accommoder sa vie à ce qui ne dépend pas de notre volonté et qu'il nous faut accepter. Un jardin, on le laisse pousser, en même temps on y met quelque chose de soi-même. Il y avait une espèce d'unité, et Tati, pour moi, c'est au fond quelqu'un qui me faisait sentir à ce moment-là que son art était aussi une invitation à vivre libre, à savoir que c'est pas l'ordre qui crée la vie, mais que c'est la vie qui crée l'ordre. Enfin, toutes sortes de choses comme ça, un sens politique, éthique. Au fond, Tati, moi, m'apprend doucement à vivre. Si je viens ici, c'est pour apprendre à vivre. Voilà. Bravo, monsieur. On peut applaudir ce monsieur. Bravo, monsieur. Vous vous exprimez rudement bien. C'était très joli, les tomates qui attendent le lever du soleil pour rougir. Oui. Ça, tu as été incapable de le dire, Nicolas. Oui, mais enfin, pas toujours. Il faut bien les arroser, les tomates. Oui, c'est vrai, les arroser. Donc, c'est assez difficile. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou alors, est-ce que vous voulez qu'on reparle ou des questions plus générales sur le métier d'acteur ou sur on en parlera tout à l'heure aussi à 18h. Mais je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Pardon? Je disais, Tati avait un lien d'amour avec son public. Oui, je crois. Ça, c'est Nicolas qui va vous le dire parce qu'il l'a connu, il a travaillé avec lui. Mais je pense, oui, il y avait une vraie fidélité. Il y a les gens qui sont... Il a vraiment des fans. Et ça, c'est très important. Enfin, des fans, parce que ce sont des films cultes. Donc, ce sont des films qui sont vraiment adorés par des gens qui revoient ces films tout le temps.
Moi, je connais, j'ai des copains qui voient ces films 2-3 fois par an, mais tout le temps, comme vous, depuis des années. Voilà. Donc, effectivement, le public lui était très fidèle. Oui, madame. Ok, merci Pascal. Oui, madame. À son époque. Ah, si, Oscar, Oui. prix à Venise, Oui, prix partout. Mais pourquoi après a-t-il... Après ça démarquant. Après Playtime, peut-être. Non? Il est tombé un petit peu dans l'oubli et il a eu un public moins nombreux, moins... Je ne sais pas répondre à cette question. Monsieur Tati a fait le film avec Playtime qu'il souhaitait faire, qu'il rêvait de faire. Il l'a écrit avec Jacques Lagrange, il l'a tourné, il a construit une usine, un studio de cinéma. Il a mis ses économies, ses moyens, Oui, son justement, pognon, sa maison, oui. vous savez le reste. Oui. Il n'a jamais renoncé à son rêve, à son histoire. Et Playtime, que j'ai eu la chance de revoir à Cannes avec un Anglais à 14 heures en 70 mm, etc., comme à la belle époque à laquelle le film est sorti, c'était exceptionnellement exceptionnel. Monsieur Tati, il a vécu son rêve. Il a fait son film. Le public, il est très innovant. L'écriture de Playtime est très innovante, nouvelle, différente. Devant Playtime, nombreux ont été les publics. Pourquoi vous partez, monsieur? Parce que je parle... Ah, c'est la petite qui va au lavabo. Il regardait tout, Jacques Tati. Son talent, c'était l'observation. Mais il est visionnaire. Il apparaît comme critique, bien que dans ses entretiens, il raconte le monde observé. Je sais pas la suite. Nous ressemblons, voilà, c'était le mot que je cherchais, nous ressemblons aux personnages. Il regarde nos gestes, il regarde. Et hier, on se posait des questions. Moi, un des souvenirs que j'ai du tournage de Playtime, c'est que les moments pour se détendre que préférait M. Tati, et je te rejoins avec le populaire, c'était d'aller aux courses, sur le champ de courses qui était voisin du studio de Playtime. Et on allait aux courses ensemble, enfin il m'y emmenait, pas pour jouer, mais pour regarder les gestes, pour regarder le quotidien, pour regarder le populaire, pour regarder la vie quotidienne. Et de ce regard-là, c'est son regard qui est neuf. Il n'était ni sociologue, mais je reprends des mots que Jacques Tati nous a dit, que nous avons écoutés. Il y a la sociologie, ça a été la critique, le commentaire. Il faisait du cinéma. C'était un artiste, il venait du music-hall. Comme Antoine, qui dansait seul en scène, tu fais du music-hall. C'est vous, seul en scène, qui défendez, qui animez, qui racontez, qui raconte. Et M. Tati, sur le plateau, je voyais un homme heureux. Un metteur en scène, c'est rarement heureux sur un tournage. Parce qu'il faut répondre à des questions, il faut inventer des solutions, etc. Et M. Tati, sur le tournage, était lumineux, il était beau, il inventait, le tournage était rayonnant, c'était l'événement cinématographique important des 10 dernières années. J'ai eu la chance, moi, de passer par cette école-là, enfin, en tant qu'assistant, et c'était avant 68. Et je me souviens que le tournage s'est terminé en 66-67, et même aux réunions de la rue de Vaugirard ou de Suresnes, etc., j'en conclus très vite, on me désignait, c'est l'assistant de Jacques Tati. Après, bon, j'ai fait quelques films, mais véritablement, ça a été un moment, avant d'être un moment de gloire, c'est un moment de plaisir. J'en reviens à Jacques Tati, ça a été un artiste. Et son œuvre est celle d'un artiste. Il y a peu de films dont on peut dire ça. Tu citais Chaplin, Keaton, Langdon, en fait, tous ceux de cette famille d'acteurs, de créateurs. Et il a été un des derniers auteurs, acteurs, regardeurs, filmeurs
de ce qu'est devenu notre vie. On ressemble au personnage de Playtime, on ressemble, voire même au personnage de Jour de fête. Il n'y a pas une grande différence. Peut-être que le vélo est plus moderne aujourd'hui que celui-là, mais le comportement, l'arrivée, la construction de Jour de fête. Et je regrette, moi, de ne pas avoir eu le culot de lui en parler, parce qu'il y avait un mode d'emploi avec Jacques Tati. Elle est d'une modernité. On est en 1947. La guerre s'est arrêtée 2 ans avant. Et il invente une histoire à laquelle il a pensé pendant longtemps. Il invente des personnages aussi modernes que la commère, avec sa chèvre, qui va devenir celle qui regarde, celle qui nous raconte ce qu'elle voit et qu'elle voit ce qu'elle nous dit. L'écriture de Jour de fête, c'est moderne, c'est très moderne, parce que c'était il y a longtemps, on sortait de la guerre, et lui avait cette lumière d'intérieur, d'artiste, il avait une vision du monde. Antoine, nous sommes impatients de t'entendre. Oui, non, c'est un génie, on peut applaudir Nicolas Rybowski. Je trouve. Ça fait 30 ans, plus de 30 ans que je le connais. J'ai beaucoup d'affection pour lui, il a beaucoup de talent. Il est complètement fou. Et je l'adore parce qu'il a une folie. Vous savez, les fous, c'est formidable parce que, comme on disait, on voit à travers. Comme ils sont fêlés, la lumière passe à travers. Et alors lui, il est complètement fêlé. Mais tu es un artiste, donc tu es fêlé. Il est sensible, émouvant, très drôle, complètement surréaliste. Et ça fait 30 ans que je le fréquente, mais je l'aime beaucoup parce que, je vais vous avouer une chose, je lui dois une chose merveilleuse, c'est que j'ai fait un film avec lui pour la télévision qui était formidable, où j'avais le rôle principal avec Madeleine Robinson, cette très grande actrice. Et je faisais l'instituteur, et elle venait avec son petit-fils, et je lui disais, merci beaucoup madame, maintenant vous pouvez sortir. Elle me dit, non, je reste. Je dis, qu'est-ce que vous faites? Je veux pas que l'école ferme, donc comme je sais qu'il manque un élève, je serai cet élève. Et je faisais, c'était l'histoire d'une grand-mère qui, pour sauver l'école, décidait de revenir dans une école communale. Donc je me retrouvais avec plein d'enfants et Madeleine Robinson. C'est monsieur qui avait écrit ça. C'était un très joli film. Et moi, j'avais la chance d'avoir le rôle principal, donc j'étais là tous les jours. Et il y avait un acteur qui était là aussi, qui jouait le maire, qui me disait « Ah, je suis content parce qu'il y a une petite qui vient, là, elle fait la mairesse, elle fait ma femme. Elle a 3 jours de tournage, j'ai un petit rôle, mais elle est vachement mignonne, puis elle est vachement sympa. Tu vas voir, elle est assez jolie. Elle s'appelle Pascal Pousadou. Je dis, ah bon. Moi, j'avais le rôle principal. Elle arrive. Je dis, elle est pas mal. Hein. Je fais mon grand numéro de charme. Je la drague. On se voit comme ça 3 jours. L'histoire, elle rentre à Paris. L'histoire devrait s'arrêter là. Cette femme, je l'ai revue à Paris. Elle est devenue ma femme. Elle est devenue réalisatrice. Et elle m'a fait 2 fils merveilleux. Tout ça grâce à ce monsieur. Bravo, bravo, bravo. Voilà, grâce à toi, me voilà papa et femme d'une réalisatrice qui l'a d'ailleurs fait tourner aussi, la preuve, et qui après a fait une belle carrière de cinéaste parce qu'elle a fait 4 longs métrages et une grosse série qui cartonne sur Netflix. Mais on s'est rencontrés sur le film de Nicolas. C'est pour ça que j'ai une affection particulière pour Nicolas, mais on avait fait avant 3 autres films. C'est vrai. Ascension Express, Arsène Lupin, La Récréation et un autre que j'oublie. Moi aussi. Toi aussi. Bon, alors ça devait pas être le meilleur. Il a fait un très joli film qui s'appelle, enfin il en a fait 2, mais il y en a un que j'affectionne particulièrement, qui est Une affaire d'homme avec Jean-Louis Trintignant et Claude Brasseur. Voilà, que vous pouvez voir, acheté en DVD avec une dédicace de Nicolas, c'est 150 € le DVD. Pour le moment. Voilà. Une autre question peut-être, si vous voulez poser, ou je ne suis pas sûr, vous voulez, parce que de toute façon tout à l'heure, je vais vous raconter plein de choses à 18h. Parce que ça va être différent de ce qu'on devait faire. Est-ce qu'en tant qu'acteur, il vous arrive d'avoir des doutes par rapport au rôle qu'on vous propose, au réalisateur du film et à votre propre façon de jouer votre rôle? Oui, bien sûr. Est-ce que ça vous arrive? Bien sûr. Vous savez, les doutes, c'est ce qui fait avancer. Si on n'a pas de doute, on est mort. Michel Bouquet le disait, il disait de façon... je parle du théâtre là, mais c'est très important. Il me dit, on lui disait, vous avez encore le trac à 94 ans. Il me dit, c'est de pire en pire.
ça s'accentue avec les années. C'est encore pire qu'avant. Et donc on doute tout le temps. Oui, mais ça fait avancer. C'est parce qu'on doute qu'on se pose des questions, et parfois les bonnes questions. Alors quelquefois on signe sur un film et puis effectivement on aime bien le rôle et puis on s'aperçoit que le metteur en scène n'est pas à la hauteur. Ça m'est rarement arrivé, mais quand même 2-3 fois. Et là on sent que le bateau vous échappe un peu. Bon, mais c'est trop tard, hein, vous avez signé. Quelquefois on se dit merde, est-ce que je l'interprète bien? Est-ce que j'ai l'impression que le mec me dirige vers un truc, mais c'est pas vraiment là que je voulais aller. Mais alors quelquefois il faut un peu batailler pour imposer son point de vue, mais c'est normal, le metteur en scène impose le sien. Donc quelquefois oui. Ça m'est arrivé, mais pas souvent, mais ça m'est arrivé bien sûr. Mais les doutes, oui. Les doutes, c'est surtout de se dire, est-ce qu'on va être à la hauteur? Maintenant que j'ai dit oui à ce rôle, il faut que je sois à la hauteur. Donc forcément, il y a toujours du doute. Il y a peut-être des acteurs qui ne doutent jamais, mais je crois pas. Je crois pas. Vous savez, vous connaissez l'anecdote de Sarah Bernard, une jeune actrice qui lui dit, Mademoiselle Sarah Bernard, vous avez le trac? Elle fait oui tout le temps. Moi, jamais. Et Sarah lui dit, vous inquiétez pas, ça viendra avec le talent. Et Jacques Brel, alors je vous prends le cas extrême, hein, c'est pas le cas de tous les acteurs bien sûr, mais Jacques Brel, il avait une telle conscience de ne pas décevoir les gens et tout ça quand il faisait un récital, en plus tout seul, c'est épuisant, il chantait, et puis, vous avez vu, il se donnait à fond. Il a arrêté à 35 ans, je crois, parce qu'il vomissait avant chaque entrée en scène de trac. Parce qu'il avait peur de ne pas être à la hauteur. C'est le doute. On ne veut pas décevoir le public. Donc on est toujours dans du doute comme ça. Mais c'est bien le doute. Ça fait, encore une fois, si vous êtes sûr de vous tout le temps, c'est bien de l'être aussi, bien sûr, mais si vous êtes sûr d'être un génie ou d'être formidable, ou entre parenthèses, d'être arrivé, c'est là où les choses... C'est ce cas-là. Vous savez, moi je me souviens, parce que je vous parlais de Jean-Paul Belmondo, je l'ai vu tout le temps. J'allais souvent chez lui à Cannes, il aimait bien aller à Cannes. Donc il m'invitait 4-5 jours dans sa maison. Il était déjà très âgé. Et alors souvent, là, il regardait la télé, on regardait la télé ensemble. Puis quelquefois, il y avait des films qui passaient avec lui, plein de films. À chaque fois, il changeait de chaîne. Je dis, mais non, arrête Jean-Paul, j'ai envie de te voir. Mais je dis, pourquoi? Il me dit, je ne me regarde jamais. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, je me dis que j'aurais pu faire mieux. Vous voyez l'humilité. Sinon, il aurait pu dire, ah ouais, j'étais formidable. Mais il y a peu de gens qui sont comme ça. Johnny était tout le temps dans le doute, tout le temps. Il disait, je doute tout le temps. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que c'est les bonnes chansons? Mais c'est vachement sain, le doute. C'est vachement sain. C'est bien de douter. Ça fait avancer. Il n'y a rien de pire que l'endormissement. Dès qu'on est sûr de ses capacités, à mon avis, c'est là où on les perd. Oui, monsieur. Ah non, plus d'anecdotes. Hein. Parce que moi, les jardins, les tomates et les cactus, je n'en peux plus. Non, il marche. Mais on vous entend bien. D'accord. C'est bon. Voilà. C'est une question. Quand vous avez vous avez joué de multiples rôles, je me demande d'ailleurs combien vous avez pu en jouer depuis le début de votre carrière. Ça, c'est une question que je me suis posée il y a quelques instants. Mais je me demandais, quand vous avez fini d'apprendre un rôle, que vous avez tourné, est-ce que les rôles que vous avez joués, vous les jouez à nouveau dans votre vie, c'est-à-dire en dehors des scènes de théâtre, en dehors des moments où vous vous entraînez pour apprendre vos textes. Est-ce qu'il vous arrive que ces rôles viennent prendre possession de vous dans de courts instants, par exemple? Oui, non. Oui, peut-être 2-3 rôles. En général, alors encore une fois, c'est très différent parce que au cinéma, vous savez, c'est très fractionné, donc on se souvient pas vraiment des répliques. Au théâtre, oui. Donc c'est vrai que de temps en temps, vous voyez, comme j'ai joué 1 an avec Berléand, j'ai joué 115 fois la pièce. Donc de temps en temps, oui, dans la vie, je me refais le début. L'autre jour, j'ai vu Berléand. Donc on a arrêté la pièce il y a 6 mois. Je lui ai refait le début de la pièce. Et lui, il se souvenait plus déjà. ça m'arrive au théâtre. Au cinéma, pas tellement. Alors, par contre, les rôles me reviennent par les gens. C'est les gens qui me refont penser à un personnage. Alors, il y a quelques répliques qui me reviennent, mais pas beaucoup. Mais c'est surtout le public qui me parle d'un coup. Je vous ai beaucoup aimé dans ce personnage-là. Donc, ça me revient
brusquement une réplique va revenir, etc. Mais sinon, non, quand un film est fini, je passe très vite à autre chose. Il y a des acteurs qui vous disent oui, je vis avec ce personnage, ça a été très dur de m'en défaire. Je comprends, mais moi, j'ai pas fait des rôles de serial killer, de trucs. Je pense qu'effectivement, il y a des mecs, surtout les Américains, qui sont très acteurs studio et qui le font magnifiquement. Je pense qu'effectivement, quand vous faites un tournage de 6 mois comme Scarface ou Raging Bull, que vous prenez 30 kilos, etc. Je pense que là, ça vous met vraiment des... Je pense que vous avez du mal à vous en sortir. Déjà, pas par la fatigue. Mais bon, moi, j'ai pas... En France, on n'a pas tellement... On a moins cette culture-là. Vraiment de l'acting. C'est-à-dire que les mecs, ils se prennent vraiment pour... Ils vont faire un stage de 6 mois chez les flics pour devenir un flic. Nous, on est moins. On est encore une fois, comme je disais tout à l'heure, on est très latin. On est plus dans la composition que dans l'intériorité. Et je pense que c'est plus... pour les Américains, ça, qui effectivement font des rôles parfois, ou quand le mec, là, cet acteur de génie, Joaquin Phoenix, quand il fait Joker, je pense qu'effectivement, ça laisse des traces, mais ça laisse des traces aussi pendant le tournage, parce que ce sont des mecs qui sont tellement dans leur truc, et le résultat est exceptionnel. Moi, je sais que sur Joker, par exemple, il voulait que personne ne lui parle. Donc, il était seul dans son coin, il avait énormément maigri, et il voulait que personne ne lui parle. Il mangeait jamais à la cantine, il bouffait tout seul dans un coin, et il ne suivait que les directives du metteur en scène. Personne n'avait le droit de lui parler. Donc vous voyez déjà les mecs dans quel état ils sont. Mais le résultat est exceptionnel. Je sais aussi que Adrian Brody, parce que moi j'ai eu la chance dans ma vie de bien connaître à une époque Roman Polanski. Et Roman, bon, avant que, je ne parle pas des histoires et tout ça, mais je parle du grand metteur en scène qu'il est, il me disait que sur Le Pianiste, l'autre, il avait perdu 30 kilos, Adrien Brody, et il avait dit à Adrien Brody, tu ne parles à personne. Quand tu tournes pas, tu vas dans la loge qui est là et tu n'en bouges plus. Et je veux que tu n'adresses je veux que tu n'adresses la parole à personne. Je veux que tu sois comme ton personnage, qui est seul. Vous connaissez l'histoire, évidemment, épouvantable. Et comme lui, il l'a vécu, Roman, il a dit, je veux que tu sois dans cet état-là. Et donc ça a été très, très dur, parce qu'il est dur, hein, Roman. La vie qu'il a eue, c'est un dur à cuire. Et comme il a vécu ça, évidemment, cette période épouvantable, il a dirigé Brody comme ça. Et je sais que pour Brody, ça a été terrible, parce que ça a été 6 mois de tournage. Et de temps en temps, entre deux prises, l'acteur, il a envie de déconner, d'aller parler avec ses copains, de fumer une clope. Non, 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 non. Et vous savez quoi, mon pote, et il a fait tout le rôle comme ça, et c'est pour ça qu'il est exceptionnel. Mais à quel prix? Mais le résultat est là. Et mon copain du jardin, je suis allé le voir tourner J'accuse, parce que comme je connais Roman et que je connais Jean, je suis allé sur le tournage. Il savait que je venais. Et là, il me dit, tu es venu, Antoine, tu es venu voir ton copain Jean. Mais tu sais, on est très concentrés. Mais il était très gentil avec moi, très sympa. Mais Jean me disait qu'il y avait un acteur qui jouait un des rôles et qui aimait bien une actrice, pardon, qui aimait bien déconner entre les prises, etc. Qui avait un rôle, je sais pas quoi, assez important. Et à un moment donné, il était à la voix, il fait, dis-moi, tu ris beaucoup, hein? Et la fille a fait, tu ris beaucoup. Ça voulait dire, arrête de rire et reste concentré. Et je peux vous dire que Jean, il m'a dit, tous les acteurs, c'était des acteurs de la Comédie Française. D'abord, ils étaient tous comme ça, tournés avec Roman. Et il n'y avait pas un mot de déconnade. Et Jean, pareil, hein, il me dit, je suis resté concentré du début à la fin. Parce que Roman, il voulait que les personnages, que les acteurs soient comme les personnages. Une raideur, une sincérité, voilà, c'est Dreyfus, hein, on ne rigole pas. C'est l'antisémitisme, c'est tout ça, déjà. Hein. Et il m'a dit, il dirigeait les acteurs comme ça. Et quand il y a quelqu'un qui riait, tu ris trop, hein, toi, tu es trop décontracté. Putain, quand c'est Polanski qui vous dit ça, tu files doux. Donc voilà, pour répondre en long à cette question, je pense qu'il y a vraiment des personnages, et je sais qu'Adrien Brody, d'ailleurs, c'est le rôle de sa vie. Il n'a pas fait d'autres rôles aussi importants après. Il fait une belle carrière, mais c'est le rôle de sa vie. C'est comme, décidément, on reste dans ces époques terribles, c'est comme Liam Neeson, qui est un très grand acteur, mais qui depuis quelque temps fait un peu que des conneries, des trucs d'action sympa, mais bon, c'est pas génial. Il a fait un rôle sublime dans sa vie, c'est La Liste de Schindler. Mais quand vous faites ça, après, c'est difficile de voir. Et je pense que quand vous faites La Liste de Schindler, alors là, le tournage, ouais, je pense qu'il faut quelque temps
avant de sortir du rôle. Oui, ça, c'est des rôles qui marquent. Moi, je n'ai pas fait ça, donc je ne vais pas vous mentir. Non. Tu ne l'as pas fait encore. Je ne l'ai pas fait encore, j'aimerais bien le faire. Mais tu sais, je Ça- parle de tous ces films qui sont quand même, excuse-moi de te couper, sont des grands films américains. Et c'est ça demande beaucoup de pognon. On fait moins ça en France quand même. Autre question, madame? Merci, tu es gentil. Hein. Je voulais vous demander que vous nous parliez un peu de votre rôle dans Les Petits Meurtres d'Agatha Christie avec votre compère. Moi, je me rappelle plus. Oui, alors ça a été quelque chose de très important parce que ça a été. Moi, j'ai deux rôles, si vous voulez, pour résumer. J'ai Camping, pour le grand public, hein, j'entends, hein, et le commissaire Larosière. Donc il y a des gens qui me disent, moi, je suis plus commissaire Larosière que Camping. Je dis, mais c'est bien. D'ailleurs, j'ai fait les deux en même temps. Parce que moi, j'aime faire des choses diverses et variées. Donc je faisais le commissaire Larosière la même année que je faisais Camping. Rien à voir. Mais le commissaire Larosière est beaucoup plus proche de moi, bien évidemment. Donc j'en ai fait, je l'ai amené à moi. Voilà un personnage que j'ai amené à moi. Il y avait le texte, mais je crois que je l'ai un peu personnalisé. Et j'y ai mis ma faconde, ce côté un peu poète, ce côté séducteur que j'aime bien avoir, ce côté français, à la française, à l'ancienne, parce que ça se passe dans les années 40. Et je me suis beaucoup inspiré d'acteurs, là, pour le coup. J'ai pensé à Paul Meurice, j'ai pensé à Pierre Brasseur, j'ai pensé à ces acteurs, tu vois, que tu as connus, qui sont des acteurs comme ça, où il fallait du charme. Donc j'ai été très heureux de faire ce personnage, parce que je l'ai amené à moi. Donc il y a beaucoup de Larosière qui me ressemble. Alors que Camping, c'est vraiment une composition. J'ai rien à voir avec Polo Gatineau. Je n'ai pas trompé ma femme avec Bunny. Mais c'est un personnage important parce que ça a été 5 millions de téléspectateurs à chaque fois. Il y a eu beaucoup de rediffusions et ça fait partie de mon ADN. J'ai fait ça pendant 5-6 ans. D'autant plus que ce n'était pas prévu. Au début, j'avais fait un film et puis ça a fait des petits. Et puis avec Marius, on a formé un couple dont on nous parle tout le temps. Bon, on me demande souvent, hey, il n'est pas là, Lampion. Je dis, ben non, je ne vis pas avec Marius. Mais voilà, j'aime bien qu'on m'en parle parce que ça aussi, on m'en parle tout le temps. Et c'est marrant parce qu'il y a des gens qui me disent, est-ce qu'il y aura des suites? Je dis non, alors que j'ai arrêté il y a 10 ans. Mais comme ça repasse tout le temps, on a l'impression que je continue à tourner ces épisodes. Mais j'ai été très heureux de les faire et je suis très fier parce qu'on a fait avec la productrice, on a fait une petite œuvre qui restera toujours. 15 films, à peu près 15 ou 16 films. Et il y a une petite boîte d'ailleurs qu'on peut acheter avec tous les films. Et je sais que, par exemple, il y a un monsieur que j'ai rencontré qui m'a donné aussi son amitié. Un jour, j'étais en coulisses là, d'un chanteur à l'Olympia, avec du jardin d'ailleurs, je me souviens. Et brusquement, ce petit bonhomme m'appelle et me fait « Venez ici !» J'arrive. J'aime beaucoup les petits meurtres. Je peux faire une photo avec vous? Je vous aime beaucoup. C'était Charles Aznavour. Et Charles, on est devenu potes, si je puis dire, par Agatha Christie. Et je peux même vous raconter une anecdote un peu touchante, c'est que j'ai appelé Charles un jour, quand je l'appelais souvent, et je dis, ça va Charles? Ça va bien, je rentre du Japon, où j'ai chanté, 94 ans quand même, je suis à Paris toute la semaine. Ah, j'étais à Paris toute la semaine, ben je vais faire un dîner mardi avec Jean-Paul Belmondo. J'adore Jean-Paul, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Donc on s'est vu le mardi, on a bouffé tous les trois. Et à la fin du repas, je leur ai dit, mes amis, c'est un honneur de déjeuner avec vous. Je mesurais mon bonheur, mon honneur. Et il m'a dit, c'est peut-être un honneur pour toi, mais pour moi, c'est un bonheur. Qu'est-ce que vous faites le lendemain? Ben, on ne faisait rien. On redéjeune ensemble. Ah bon? Mais c'est moi qui vous invite. Donc on a mangé le mardi et le mercredi. Je me suis débrouillé pour lui offrir Agatha Christie, toute la série. Jeudi, on s'est appelé, il était très content, il est parti avec toute la série. Lundi matin, malheureusement, il nous a quittés. J'ai fait les 2 derniers déjeuners de Charles, et pour parler d'Agatha Christie, je lui ai offert tous les DVD. Malheureusement, il nous a quittés 4 jours après, alors qu'il était en pleine forme. Mais, vous voyez, il était fan de ça. Et le public me parle tout le temps de cette série. Voilà. Merci d'avoir posé cette question, chère madame, et d'avoir ramené le commissaire Larosière. Merci Antoine de nous avoir permis de t'accompagner dans tes souvenirs qui sont si riches et si chaleureux. Souvenirs. Et Jouvet, la dernière de Jouvet, qui était un mec très drôle dans la vie, il disait un jour, il va se faire un très beau costume, et le tailleur lui dit, ah, monsieur Jouvet,
avec ce costume, on dirait un autre homme. Et il a répondu, eh ben, vous donnerez la note à l'autre. Merci Antoine. Merci. Merci. Bang, bang, bang.